plus de 65 milliards. Cela, aux yeux des syndicalistes, ne garantit pas une année scolaire sans perturbation. Ils listent les priorités et disent attendre les autorités au tournant. Le Dalungaï, un label bien de chez nous, mais pas protégé. Des experts de la propriété intellectuelle travaillent là-dessus aux côtés des artisans. Le Dalungaï qui, au-delà de sa particularité, a rendu plus célèbre la localité Ngaï. Reportage sur place, Cheikh Anta Diop. Un autre reportage sur le marché de Noël. L'affluence pas encore au rendez-vous. Les vendeurs de cadeaux attendent encore. Le grand journal, les actualités internationales, le sport, Malal Diagne Junior. La presse du jour, Georges Déthié Diop à la une. Le grand oral du Premier ministre Ousmane Sonko face aux députés le 27 décembre prochain pour sa déclaration de politique générale. Point de vue, l'accès au logement, un problème au Sénégal. Comment régler la situation? La problématique du logement a été longuement discutée en Conseil des ministres hier. La parole à nos deux intervenants. Rendez-vous tout à l'heure en fin de journal. Aliou Baïta, la technique, bienvenue à tous. Les premiers mots de la première adjointe au maire de Dakar qui assure l'intérim après la révocation de Barthélémy Diaz. Elle se plie à la décision du préfet qui évoque le non-respect du délai pour la tenue de la session ordinaire du bureau municipal qui devrait avoir lieu aujourd'hui. Une réunion finalement renvoyée jusqu'au jeudi prochain. Ngoné compte par ailleurs poursuivre les chantiers entamés par le désormais ex-maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Nous l'écoutons avec Eladji Ndiogou. Malheureusement, la réunion s'est tenue, mais malheureusement, on n'a pas pu déposer le même jour le courrier compte tenu des aléas que vous savez. Nous lui avons remis la lettre le 17 au matin, mais elle a été datée le 16, le jour de la réunion. Il nous a envoyé une correspondance hier, nous signifiant que nous n'avons pas respecté les délais de 3 jours. Donc nous lui avons répondu hier. Et nous avons tenu également la réunion du bureau municipal hier au sein de l'annexe CIFAR. Nous avons donc décidé de convoquer le conseil municipal pour la session ordinaire le jeudi 26. Cela va nous permettre de respecter les 3 jours francs. Quelle est la réponse du préfet par rapport à cette nouvelle demande pour la tenue d'une session ordinaire jeudi prochain? Nous ne l'avons pas encore reçu. C'est là il a raison parce que l'article 146 stipule que le délai de convocation d'une session ordinaire est de 3 jours francs et que la session pour une session extraordinaire, le délai peut être de 24 heures. Le délai peut être de 24 heures. Donc nous avons voulu nous conformer à l'article 146. Le seul reproche qu'il nous a fait, c'est de ne pas avoir respecté les délais de 3 jours francs. Aujourd'hui, vous assurez l'intérim en tant que première adjointe au maire de Dakar. Quelles sont vos priorités, les chantiers qui vous tiennent à cœur? Monsieur, vous savez que le maire Barthélémy Diaz a déposé des recours. Donc, sur ça, là, je ne peux pas me prononcer parce que je ne sais pas encore si le recours va être en sa faveur ou en sa défaveur. En tout cas, aujourd'hui, en tant que première adjointe, assurant l'intérim du maire, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer le travail et suivre l'agenda que le maire avait laissé en me focalisant sur tout ce qui est prioritaire pour les Dakarois. Ngoné Mbeng, la première adjointe au maire donc, qui assure l'intérim après la révocation de Barthélémy Diaz de la ville de Dakar. Le Conseil constitutionnel qui s'est déclaré incompétent sur le recours du groupe parlementaire Taku Wallou Sénégal concernant l'installation du bureau de l'Assemblée nationale. Le constitutionnaliste Mounir Sy souligne que cette juridiction est restée constante dans sa démarche. Elle plaide pour une réforme visant à renforcer les pouvoirs du Conseil constitutionnel. Mounir Sy, que je vous propose d'écouter. Le recours introduit par le groupe parlementaire Taku Wallou remet en cause la décision portant organisation du bureau de l'Assemblée nationale. Et pour le Conseil, ses prérogatives, ses attributions n'intègrent pas un tel acte dans le cadre de son contrôle de conformité à la Constitution. Parce que, comme vous le savez, le Conseil constitutionnel est une juridiction d'attribution et ces attributions se limitent, entre autres, surtout en matière contentieuse, au contrôle de conformité de la loi à la Constitution. Et quand on parle de loi au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, c'est le texte législatif qui a la nature de loi. Et pour lui, l'acte qui organise le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas une loi au sens propre du terme. Raison pour laquelle il s'est déclaré incompétent. Et ce n'est pas nouveau. Le Conseil a toujours rejeté tout texte qui lui est déféré à partir de recours et qui ne soit pas par nature une loi. Donc pour moi, il n'y a pas de nouveauté. Le Conseil reste dans sa constance et dans sa ligne de décision.
Maintenant, où se plaindre? C'est ça la grande question. Parce que pour moi, il faut revoir les attributions du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est en bon droit de se barricader parce qu'il ne peut pas outrepasser ses prérogatives. C'est là qu'il faut changer la Constitution et lui donner de vraies prérogatives pour qu'il soit le juge de régulation des pouvoirs publics. Parce que n'oublions pas que l'opposition est devenue maintenant un pouvoir public parce que prévu par la Constitution. Et s'il y a clivage entre la majorité et l'opposition, le seul juge qui devrait trancher, c'est le Conseil constitutionnel, mais qui, malheureusement, est tenaillé par les textes. Parce que ses attributions ne lui donnent pas la possibilité de contrôler, et il vient de le dire, un acte qui ne soit pas loi. Et pour lui, l'acte qui organise le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas une loi. Le Conseil constitutionnel, je le rappelle donc, qui s'est déclaré incompétent pour vider le recours introduit par le groupe parlementaire Taku Wallu Sénégal concernant l'installation du bureau de l'Assemblée nationale. Je vous l'annonçais en titre, le projet de budget du ministère de l'Éducation nationale arrêté à 975 milliards de francs CFA. Il va donc connaître une hausse de plus de 65 milliards. Une bonne nouvelle selon les acteurs de l'éducation nationale, mais cela ne garantit pas une année scolaire apaisée tant les attentes sont nombreuses. Ces acteurs souhaitent que l'argent soit bien utilisé, notamment dans des réformes structurelles. Un dossier signé Anna Rocha. Elhaj Malick Youm, secrétaire général du SAEMS, et Abdourahmane Kane, secrétaire général de l'Union des enseignants du Sénégal, apprécient tous positivement cette hausse de près de 66 milliards de francs CFA du budget du ministère de l'Éducation nationale. C'est une bonne nouvelle, on ne peut que s'en réjouir en priant Dieu que cet argent, que ça soit utilisé à bon escient. Et nous apprécions très positivement cette hausse qui a été constatée par rapport au budget de l'éducation pour l'année 2025. Cette hausse-là va dans le sens de la volonté que nous avons toujours exprimée parce que nous pensons que l'éducation est une priorité qui est au-dessus de toutes les autres priorités. Que faire maintenant de tous ces milliards? C'est là où se trouve le piège car à chacun ses priorités. Elhaj Malick Youm estime qu'il y a des réformes structurelles à faire. Il y a aussi d'autres priorités sur lesquelles le nouveau régime est attendu. Il s'agit naturellement de ce que nous appelons les réformes structurelles portant naturellement sur un peu la réforme des programmes, également l'appurement de ces passifs, de ce que nous appelons le passif en matière d'abri provisoire, qui ne doivent plus exister dans notre système éducatif, mais également il faudrait qu'on puisse quand même prendre en charge le passif social qui aujourd'hui est un des intrants qui devrait permettre d'arriver à une performance. Pour Abdourahmane Kane de l'UES, en dehors du recrutement du personnel enseignant, la question des enseignants décisionnaires est une surpriorité. Il ne faut pas oublier le volet de la formation, parce que quand même les écoles, les universités sont là. Et il faudrait que les enseignants qui ne sont pas encore formés, qui sont au niveau du pipeline, soient formés, ceux qui doivent aller en position de stage soient formés. Et le problème des instituteurs chargés de cours est là. Cet argent peut bel et bien aussi, une partie de cet argent peut aller dans le volet de la formation. Surtout, le nœud cordial présentement, le problème qui fédère tous les enseignants, c'est le règlement définitif de la question des décisionnaires. Les fonds du Conseil économique, social et environnemental et du HCCT supprimés il y a tout juste une semaine devraient aussi être alloués à des secteurs vitaux comme l'éducation. Mais pour les acteurs, il faut arrêter maintenant de sauver les années scolaires et sauver plutôt l'école sénégalaise. Budget vert 2025, c'est le nom du document annexe du budget de l'année 2025, un document qui met l'accent sur les effets néfastes des changements climatiques et les paradigmes qu'il faut mettre en place pour y faire face. L'agriculture, la pêche, l'élevage, les énergies, des budgets ont été alloués à ces secteurs vitaux. Seydou Nourouba. Il est tout d'abord noté dans ce budget vers 2025 une baisse des rendements au Sénégal et dans les autres pays du Sahel, notamment pour les variétés comme le maïs et le blé. Et cela en raison des changements climatiques, la mauvaise répartition de la pluviométrie dans la perturbation des calendriers scolaires. Il y a aussi le ralentissement du développement végétatif, mais aussi le développement des maladies phytosanitaires, le réchauffement climatique qui a provoqué des problèmes de santé partout dans le monde. Ces changements climatiques ont également causé la fréquence des inondations dans certaines villes, des sites qui continuent d'être dans les eaux toute l'année. Ajoutez à cela des incommodités qui affectent la santé des populations. Le budget vert est également revenu sur le lâchage du barrage de Manantali qui a plongé pas mal de localités comme Matam, Bakel et Kidira dans des inondations extrêmes. Inondations qui ont occasionné des pertes en vies humaines, mais aussi
en matériel. Elles ont empêché les populations de vaquer à leurs occupations, leurs écoles et autres édifices publics étant envahis par les eaux. La biodiversité, la pêche et les ressources en eau ne sont pas en reste. Elles ne sont pas épargnées par les changements climatiques. C'est dans cette logique que des mesures et initiatives macroéconomiques et budgétaires ont été mises en place avec une politique fiscale sensible au changement climatique. La fiscalité, un instrument de politique économique conçu pour être un vecteur de la transition énergétique et un catalyseur du changement de comportement afin de lutter efficacement contre les effets néfastes liés au changement climatique. L'accent a été mis sur 2 piliers majeurs, la promotion des énergies renouvelables et l'application du principe du pollueur-payeur. Il y a aussi la taxe sur les véhicules de tourisme, la taxe sur les produits pétroliers, celle sur les sachets en plastique, mais aussi une politique d'allocation budgétaire sensible au changement climatique. C'est pour cette raison qu'il a été inscrit dans ce budget vert des projets d'investissement climato-sensibles prévision appelés PIP 2025-2027, avec 13 milliards pour la pêche, plus de 14 milliards pour l'environnement, plus de 23 milliards pour l'industrie et le commerce, 71 milliards pour les infrastructures et plus de 48 milliards pour le secteur énergétique. Seydou Nourouba, les changements climatiques justement et leur lot de conséquences, la crue du fleuve Sénégal, on s'en souvient, ces inondations à Matam, à Beli Diallo par exemple, plusieurs familles dorment toujours à la Belle Étoile sans eau ni électricité. Elles ont reçu l'aide de l'association Madone de la journaliste Kourani Diara, Ali Bandelnyang. Les conditions de vie extrêmement compliquées des sinistrés de Beli Diallo dans le département de Matam continuent de susciter des réactions de bonne volonté. Réfugiés dans des tentes de fortune faites de palissades en ces moments de grande fraîcheur et des vents de poussière qui soufflent à longueur de journée, ces nombreuses familles vivent ces conditions depuis près de 2 mois. Face à ces difficultés, l'association Madone de la journaliste Kourani Diara est venue apporter secours aux sinistrés de Beli Diallo. Mohamed Lamine Fall, je suis secrétaire général de l'association Madone. L'association s'est mobilisée à travers par exemple ses partenaires pour essayer par exemple de rassembler tout ce que nous pouvons, tout ce que nous avons pour apporter un appui, que ce soit des denrées alimentaires ou bien un appui psychologique par exemple à ces populations, aussi compatir. Venus convoyer ce don jusqu'au site de recasement, les représentants de l'association Madone ont été frappés et gagnés par une grande émotion face au calvaire de ces familles sinistrées. Ça nous interpellons par exemple les autorités pour qu'ils puissent venir aider par exemple ces populations. Bon, c'est la première fois que je viens par exemple dans ces zones, mais ça m'a beaucoup attristé de voir par exemple jusqu'à présent, ça fait 2 mois que les gens sont toujours dans des abris provisoires. Le côté hygiénique ça pose problème parce qu'il y a pas, je n'ai pas vu par exemple dans le village de la clinique. Ils n'ont pas d'électricité, donc il faut que par exemple les autorités au niveau local et aussi au niveau central qui puissent par exemple venir aider ces populations. Donc d'autres attentes, je vais rendre compte par exemple au bureau de l'association qui va se réunir. Faut-il rappeler que c'est depuis fin septembre que les populations de Beli Diallo dans la commune de Ogo avaient été sachées du village du fait de l'effondrement de leurs habitations suite à l'envahissement de la localité par la crue exceptionnelle du fleuve Sénégal. Matam, Ali Bandelnyang, RFM. Ali Bandelnyang, Mbaké Sek, un écologiste sentinelle de la baie de Hann, il était l'invité des RFM Matin ce jeudi et il s'est prononcé sur les réalisations de la GCO, des propos démentis par le collectif pour la défense de la zone des Niayes. Les habitants de Diogo et de Lompoul soutiennent que GCO n'a respecté aucun de ses engagements. Nafissatou Sila, peut-être avant la fin de ce journal. La lutte contre les feux de brousse, un véritable problème dans certaines zones rurales, surtout en cette période où on note beaucoup de vent. C'est le cas à Wakunguna. Là-bas, les autorités administratives se mobilisent. Un comité local de développement a été organisé pour sensibiliser les populations sur la fréquence des feux de brousse avec leurs conséquences sur l'environnement. Plusieurs recommandations ont été faites pour endiguer le mal. Le sergent Ousseinou Ousmane Niang plutôt, chef de service de la brigade forestière de l'arrondissement de Wakunguna, que nous écoutons au micro de Fatumbo. C'est pour sensibiliser les populations concernant les feux de brousse et de mieux atténuer les feux au niveau de l'arrondissement de Wakunguna. L'objectif fixé est d'avoir 0 cas de feux de brousse. Nous avons bien concerté au niveau du CLD pour avoir le maximum d'informations et le maximum de représentants au niveau de l'arrondissement pour pouvoir véhiculer le message au niveau des populations dans chaque commune qui se trouve au niveau de l'arrondissement de Wakunguna. Il y a beaucoup de recommandations que nous
avons procédé au niveau des villages pour pouvoir le minimum faire des pare-feux, aussi nettoyer les villages et d'éviter aussi que les enfants de jouer avec les allumettes ou bien des briquets. Concernant les femmes aussi pour les feux au niveau des cuisines, de bien protéger les cuisines pour éviter la propagation des feux. Il y a aussi les pare-feux au niveau des forêts classées. Il y a aussi, concernant aussi les travaux champêtres au niveau des champs pour la préparation de l'hivernage. C'est pourquoi on a incité aux villageois de nettoyer les pistes de production entre villages ou bien entre les champs. Je vous l'annonçais tantôt, Mbaké Seck, écologiste sentinelle de la baie de Hann, il était l'invité des RFM Matin ce jeudi et il s'est prononcé sur pas mal de choses, notamment sur la réalisation ou les réalisations de la GCO, des propos démentis par le collectif pour la défense de la zone des Niayes, les habitants de Diogo et Lompoul qui soutiennent que GCO n'a pas respecté ses engagements. Nafissatou Sila. Formé nañu 300 jeunes yu nga xam ne ñoom ñëpp dugal nañ leen ci une masse de 700 employés. Ñi ngi tabax ay terrain basket ba Thiès, ñu ngi intervenir un peu partout ci li ma gis ak école yi ñu tabax lu am solo la. Des réalisations de l'exploitant de zircon tout le long de la zone des Niayes, l'écologiste Mbaké Seck peint un tableau reluisant pour Grande Côte Opération. Ku la mën a delloo presque 900. Quelqu'un qui a fait des efforts pour te restituer 900 hectares de terre après avoir quand même utilisé ces terres, c'est quand même un effort, un gros effort d'ailleurs. Alors il faut le remercier. Ce que la loi dit, c'est que toute victime doit être indemnisée à hauteur de 700 000 francs CFA. Alors, je pense qu'ils ont respecté cet engagement. En plus, ils vont chercher d'autres lieux pour installer les victimes. Nous savons que ces mines ont impacté au moins 5 villages. Et pour ces villages, chaque famille a reçu une maison et une maison bien construite d'ailleurs. Des affirmations battues en brèche par Cherfal, environnementaliste et habitant de Diogo Lompoul. Il se dit surpris. Nous demandons à M. Seck de quelle casquette il a porté pour tenir un discours aussi subjectif. On ne peut pas se contenter simplement de ce que dit l'entreprise, la société GCO. En l'entendant parler, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème environnemental, il n'y a pas de problème social chez nous à Diogo et Lompoul. Le membre du collectif pour la défense de la zone des Niayes va plus loin. GCO n'a respecté aucun de ses engagements. Cherfal. Des conséquences sur les ressources hydriques, sur les ressources agricoles, des conséquences sociales, des pertes de terres, du chômage. Dans le phénomène immigration clandestine, on a commencé à compter parmi ces jeunes-là des départs chez nous. Et en partie, c'est dû à l'exploitation minière qui ne respecte pas les engagements, qui ne respecte pas le code de l'environnement de notre pays, qui ne respecte pas les ODD des Nations Unies. Les habitants de la zone à zircon se disent déçus autant par GCO que par Mbaké Seck, membre du collectif SES Littoral. RFM, la radio de toute l'actualité. En plus bref, le Premier ministre en Gambie, Ousmane Sonko, va co-présider avec le vice-président gambien 2 événements. D'abord, la réunion de la commission consultative conjointe chargée du suivi de la coopération entre les deux pays, réunion qui ne s'est pas tenue depuis 2011. Le second événement, c'est la cérémonie d'ouverture de la 2e édition du Forum économique, commercial et d'investissement sénégalo-gambien. Vision 2050, le Forum civil a réuni à Hambourg ses représentants venus des 46 départements du pays pour échanger avec l'administration fiscale sur les réformes en vue dans l'agenda du gouvernement. La loi de finances initiale 2050 a été visitée. Birahim Seck, le coordonnateur national du Forum civil, veut des explications sur la répartition des fonds d'appui et de péréquation 2021-2023. Le voici, Birahim Seck, des propos recueillis par Ndeye Matidjeng. Nous avons également examiné quelques parties de la loi de finances relatives au secteur de l'énergie, surtout la partie
priorités concernant l'opérationnalisation des fonds, le fonds de réhabilitation des sites miniers, le fonds de développement local. L'État du Sénégal envisage de les opérationnaliser à partir de fin 2024. C'est à saluer. Maintenant, nous attendons que les arrêtés conjoints du ministère en charge du secteur, mais également en charge des finances, que cet arrêté puisse être présenté aux citoyens et que les collectivités locales entrent dans leur fonds. Maintenant, nous avons posé la question de savoir qu'en est-il réellement du fonds d'appui et de péréquation, parce que c'est un fonds dont la dernière répartition a été faite en 2020. Donc, qu'en est-il pour 2021, pour 2022 et probablement pour 2021? Donc, nous attendons cette réponse de la part du gouvernement du Sénégal pour permettre aux citoyens, bien entendu, ou bien aux collectivités locales, de pouvoir bénéficier des retombées du secteur extractif. Surtout les femmes. Le fonds d'appui au développement local, c'est un fonds qui permet de financer des projets d'autonomisation des femmes en vertu de l'article 115 du code minier. Et par l'occasion également, nous saluons cette initiative du gouvernement du Sénégal à vouloir taxer encore une fois le tabac à hauteur de 70%. Maintenant, il faudra également qu'il précise dans la loi de finances est-ce qu'il s'agit d'une taxe spécifique ou bien d'une taxe ad valorem. Birahim Seck, le coordinateur national du Forum civil, midi 22 minutes. Ce reportage à Ngaï, où des milliers de jeunes s'activent dans l'artisanat, le Dalungaï, vous le savez, au-delà de sa particularité, a rendu plus célèbre la localité. Les visiteurs se multiplient et se succèdent à Ngaï. Le seul hic, c'est le label qui n'est toujours pas protégé. Des experts de la propriété industrielle et de l'innovation technologique sont dans la localité pour sensibiliser les artisans sur la protection du label Dalungaï, initiative saluée par les artisans Charante Diop. Au niveau des ateliers sont exposées des chaussures d'Alungaï entièrement conçues par de jeunes artisans de Ngaï. Ils rivalisent d'ingéniosité. L'agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique intervient pour la protection des Dalungaï sous forme de marque collective. Talsamb, le directeur, doivent pouvoir vendre la destination Ngaï. C'est la raison pour laquelle effectivement on est venu avec toute cette équipe donc de l'ASPIT pour pouvoir sensibiliser sur la protection des Dalungaï sous forme de marque collective, les aider à s'enregistrer au niveau donc de l'OAPI pour pouvoir avoir des titres de propriété industrielle qui leur permettent maintenant d'essayer en justice en cas de litige ou en cas de contrefaçon de leurs produits. Dans un premier temps, ces marques seront protégées dans l'espace de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Une protection va couvrir tous les 17 États de l'OAPI. Cher Silla, le secrétaire général de l'Union des artisans Le Mérier et environ s'en félicite. Pour lui, d'autres produits made in Ngaï seront protégés. Parce qu'à Ngaï, il y a beaucoup d'articles qui se gravitent autour de la chaussure. Il y a le serungaï, il y a la broderie à Ngaï, il y a les couturiers, les vanniers. Fatou Diop Diali, première adjointe au maire de Ngaï Mérier, à ses yeux, l'État doit injecter beaucoup de moyens dans ce secteur pour favoriser la création d'emplois. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. RFM. L'actualité internationale. Avec Georges Déthié, bonjour. Bonjour Barthélémy. Le coup d'État de 2015 au Burkina Faso, une amnistie est envisagée. En Conseil des ministres hier, le gouvernement a adopté un projet de loi portant amnistie et conditions d'octroi de la grâce amnistiante pour les acteurs présumés impliqués dans les événements des 15 et 16 septembre. Selon le ministre de la Justice, de 15 et 16 septembre 2015, selon le ministre de la Justice, ces personnes doivent reconnaître les faits, bien se comporter, faire preuve de leur engagement patriotique dans la reconquête du territoire, manifester la volonté et l'intérêt d'être déployés sur le théâtre des opérations. En septembre 2015, des militaires de l'ex-régiment de la sécurité présidentielle dirigé par le général Gilbert Diendéré avaient renversé les autorités de la transition. 2 semaines plus tard, ils ont été vaincus par la population et des soldats loyalistes en septembre 2019. Les présumés coupables du coup d'État ont été condamnés à des peines allant de 5 à 20 ans de prison. Au Burkina, toujours 4 ressortissants français libérés grâce à une médiation du roi Mohamed VI. Ils étaient retenus à Ouagadougou depuis décembre 2023. Sodakia. Selon les informations officielles, le roi Mohamed VI a personnellement appelé le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, afin de solliciter la libération des 4 Français. Ces derniers, détenteurs de passeports diplomatiques et de visas, avaient été arrêtés sous l'accusation d'espionnage. Une allégation formellement rejetée par Paris qui avait qualifié ces accusations de non fondées, les présentant comme de simples professionnels de la maintenance informatique. La tension diplomatique entre les 2 pays n'avait fait qu'exacerber le flou
flou autour de cette affaire. Dans un communiqué officiel publié le 18 décembre 2024, l'Élysée a confirmé l'issue favorable de cette médiation royale. Le président Emmanuel Macron, s'entretenant au téléphone avec le roi Mohamed VI, a exprimé sa profonde gratitude pour cette intervention décisive qui a permis la libération de leurs compatriotes retenus depuis un an au Burkina Faso. Jusqu'à présent, les autorités françaises s'étaient montrées très discrètes quant à la situation de ces 4 individus, évitant toute déclaration publique qui aurait pu compromettre les négociations. Cet épisode intervient dans un contexte diplomatique tendu entre Paris et Ouagadougou. Depuis le coup d'État de septembre 2022 qui a porté le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, les relations entre les deux pays n'ont cessé de se dégrader. Pour les 4 Français libérés, cet acte d'humanité met fin à une année d'incertitude et de privation. Quant à l'avenir des relations franco-burkinabées, il reste à voir si cette libération marquera le début d'un apaisement ou si elle ne sera qu'une accalmie temporaire dans un climat toujours conflictuel. Au Bénin, prise de parole attendue de Patrice Talon. Il prononce demain devant l'Assemblée nationale son message sur l'état de la nation. Le président Talon va présenter un bilan de la situation du pays en 2024. Il va aborder à la fois les avancées et les points d'insatisfaction et évoquer les perspectives pour l'avenir. Au Gabon, la nouvelle constitution a été promulguée. Le texte a été promulgué ce matin par le président de la transition. C'était au cours d'une cérémonie organisée place de la Libération à Libreville devant le monument inauguré fin août dernier en l'honneur des militaires qui avaient renversé Ali Bongo. Un an plus tôt, le Gabon entre ainsi dans la 5e République. Écoutons à ce propos le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. La maturité des différents acteurs, l'unité nationale, la tolérance, le respect de l'autre et la transparence qui ont prévalu tout au long de ce processus prouvent aujourd'hui que le Gabon a fait un saut qualitatif vers une ère nouvelle. Cette loi fondamentale est appelée à être le reflet de notre histoire et la plateforme de nos espérances. Permettre la consolidation d'un état de droit et en promouvant les libertés fondamentales et les droits de l'homme. Assurer une justice équitable et l'égalité de tous devant la loi. Nous savons à travers cette constitution toute l'espérance que la nation fonde sur l'avènement du Gabon nouveau. La 5e République doit se placer aux antipodes de l'ordre ancien par sa gouvernance, avec de nouveaux visages et de nouvelles méthodes. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, au micro de nos confrères de RFI. La nouvelle constitution a été adoptée par référendum en novembre dernier. La guerre à Gaza, les accusations contre Israël se multiplient. Médecins sans frontières accuse Israël de mener une campagne de nettoyage ethnique dans la bande de Gaza. Accusation contenue dans un rapport publié ce matin et intitulé « Gaza, la vie dans un piège mortel ». Le rapport documente notamment 41 attaques contre le personnel de MSF, incluant des frappes israéliennes sur des établissements de santé et des tirs directs sur des convois humanitaires. L'ONG a été contrainte d'évacuer hôpitaux et centres de soins à 17 reprises. Human Rights Watch, qui a également publié un rapport ce jeudi, estime qu'Israël commet des actes de génocide en restreignant l'accès à l'eau pour les Palestiniens de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, l'accès au logement, un problème au Sénégal. Comment régler la situation, la problématique du logement qui a été longuement discutée en Conseil des ministres hier. La parole à nos deux intervenants. Nous serons tout à l'heure avec Eliman Sall, le président de l'Association pour la défense des locataires du Sénégal, et Momar Ndiaye, le directeur de l'aménagement urbain et de la restructuration au ministère en charge de l'urbanisme et du logement. RFM Sport. Le sport avec Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. La lutte avec frappe d'abord à Dafas qui sollicite une grâce du CNG. Après sa suspension d'1 an, suspension qui a été officialisée après son combat contre Guigui, où il avait eu un comportement déploré par l'ensemble des amateurs de la lutte.
Selon des spécialistes, Adafas, le jeune lutteur de l'écurie FAS Dakarou, doit revoir son encadrement et changer son comportement dans l'arène pour aller de l'avant. By Balamboup, il est chroniqueur de lutte plutôt à Bantamba TV. Nous l'écoutons. Adafas, il faut ni champion là. Adafas doit prendre conscience de sa valeur, mais également de ce que les gens pensent par rapport à sa carrière et surtout par rapport à son avenir. C'est l'une des valeurs les plus sûres de la jeune génération dans l'arène sénégalaise. Mais à chaque fois, il a un comportement que tout le monde déplore. Lors de son combat contre Guigui, il l'a fait. Il a réitéré cela face à l'acte de guerre numéro 2 en Côte d'Ivoire, alors que c'était simplement pour une présentation de l'affiche. C'était le combat Regreg Boignan qui était à l'honneur. Il a eu là-bas également un comportement déplorable et dénoncé par tout le monde. Alors, il doit arrêter, changer de chemin et revenir sur le droit chemin, être un lutteur bien structuré, bien encadré pour devenir un grand champion. Il a le talent, il a le public derrière lui, mais c'est son comportement qui reste à désirer. Alors, on doit s'asseoir avec lui dire la vérité dans les yeux afin de le pousser à changer de comportement pour devenir meilleur. C'est une des valeurs les plus sûres de la jeune génération. Mais son problème, c'est d'ordre comportemental. Alors, il doit changer pour suivre les pas de Mbaye Gueye, de Tafa Gueye ou encore Gris Bordeaux et devenir, pourquoi pas demain, un roi des arènes. Parce qu'à chaque fois qu'il est dans l'arène nationale, c'est très beau et il fait le spectacle. Mais après, il gâte tout avec des agissements que tout le monde déplore. Nous parlons de canoë-kayak avec les championnats nationaux de cette discipline qui vont se dérouler à Saint-Louis du Sénégal. Près de 20 clubs vont y prendre part. Ce sera donc les 20 et 21 décembre prochains. Mamadou Sarr, président de la Ligue régionale de canoë-kayak de Saint-Louis, sur la préparation de cet événement au micro d'Ousseynou Diop. Saint-Louis aura cette année aussi l'honneur d'accueillir encore ses 4e championnats. Donc ce sera au niveau de l'école militaire militaire où se trouve donc notre plus grand centre d'entraînement. C'est le Marigot donc de Bango qui va accueillir encore ses 4e championnats. Nous tablons sur presque une vingtaine de clubs qui vont venir donc de Dakar, de Ngor, de Mbour, Saly et même de Rosso au Sénégal. Donc qui seront à Saint-Louis et plus d'une cinquantaine de séistes donc, qui vont s'affronter donc, pour les championnats toutes catégories. Donc c'est prévu pour les 21-22 décembre. Et Malal, nous parlons de football, la Ligue 1, la 9e journée qui démarre ce week-end. Avec ses rencontres prévues samedi, Djamono Fatick contre le Casa Sport, Sonacos contre Agel. Walidan fera face à l'équipe de Guédiawaye Football Club. Éliminatoire du CHAN 2025, le Sénégal est au Libéria pour défier l'équipe libérienne à Monrovia samedi. L'équipe nationale du Sénégal a amené une délégation de 21 joueurs pour défendre les couleurs du Sénégal. La phase retour est prévue à Dakar la semaine d'après. Le football en Angleterre avec la suite des quarts de finale de la Cup. Tottenham qui joue contre l'équipe de Manchester United, c'est ce soir. Tottenham de Pape Makhtar Sarr. Et on termine avec cette cérémonie prévue à Gorée pour célébrer les 100 ans d'histoire sportive insulaire. La cérémonie est prévue le samedi 21 prochain sur l'île patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous reviendrons sur cet événement, Barthélémy. Merci beaucoup, Malal Diane Junior. RFM, reportage sur le marché de Noël. Noël donc c'est dans quelques jours, mais vous le verrez tout à l'heure, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Les vendeurs de cadeaux surtout disent attendre encore les clients. Un reportage a signé Salimata Aou. Oui, un marché de Noël aux abords du rond-point Sandaga. Les barrières de protection du centre commercial servent d'étal aux commerçants. Le seul bémol, selon eux, il n'y a pas d'affluence. Il n'y a pas d'affluence. Les clients se font rares. Les quelques que nous voyons ici ne font que marchander. Rien ne marche. L'économie est au ralenti. Par exemple, les sapins, je vendais au moins 5 par jour. Pour cette année, cela fait 2 jours. Je n'ai absolument rien vendu.
vendus. Les jouets aussi sont bien exposés à l'autre bout de la rue. Même son de cloche chez ce vendeur. Il y en a pour toutes les bourses, mais les parents ne viennent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le moment pour acheter les cadeaux. Crespin Mendy est intéressé par les boules décoratives. Ce chrétien de confession déclare ne pas sentir l'approche de la fête cette année. On ne sent pas Noël. L'année passée, vraiment, je sentais le Noël avec les décorations, avec les tout. C'était vivant, quoi. Mais cette année-ci, honnêtement, on n'a pas senti Noël. C'est le pouvoir d'achat. Je crois que c'est le pouvoir d'achat. D'accord. Mais au moins, s'il y avait la décoration, les gens étaient gais. Les commerçants ne se frottent pas les mains en cette veille de fête, mais ils restent tout de même optimistes. RFM, la presse du jour. La presse de ce jeudi, lecture commentaire Georges Déthié Diop. Le grand oral de Ousmane Sonko la semaine prochaine. Oui, c'est vendredi prochain, 27 décembre, que le Premier ministre va faire sa déclaration de politique générale. Une DPG, conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution, souligne Ousmane Sonko lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Les journaux s'en font l'écho. Depuis qu'il est nommé Premier ministre, Ousmane Sonko ne s'est pas rendu à l'Assemblée nationale pour décliner les grandes lignes de sa politique. Le sujet a fait polémique et il aura fallu 9 mois pour voir Sonko à l'hémicycle. Enfin, les journaux semblent s'être passé le mot. Sonko se dévoile enfin selon Sud Quotidien. Enfin, Sonko à l'hémicycle, s'exclame. Source A, Vox Populi renchérit que Sonko va enfin tenir sa DPG le 27 décembre à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale dont l'annulation du bureau était demandée par la députée Aïssata Tall Sall, la présidente du groupe parlementaire Takou Walou avait saisi le Conseil constitutionnel qui a rendu sa décision. L'AS et le mandat rapportent que les 7 sages ont débouté Maître Aïssata Tall Sall. En effet, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent, ce qui fait dire au journal Le Quotidien que les 7 sages actent leur incompétence. Ils sont attendus sur l'affaire de la radiation de Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale. Barthélémy Diaz qui est aussi destitué de ses fonctions de maire de la ville de Dakar. Hier, il voulait tenir une conférence de presse à la mairie, mais la police s'y est opposée avec un important dispositif. Les Échos indiquent qu'il s'est heurté à une barrière de la police. Vox Populi renseigne qu'il a été interdit d'accès à l'hôtel de ville. Des conseillers municipaux ont aussi été interdits d'accès à l'hôtel de ville. Tout cela au lendemain de la sortie de la police qui a démenti avoir empêché Barthélémy Diaz de mener ses activités et empêché l'accès à l'hôtel de ville. À ce propos, Barthélémy Diaz déclare dans Tribune qu'il voulait apporter un démenti clair et incontestable concernant la nature des hommes qui dirigent le pays. Conclusion de Source A, la police a été piégée par Barth qui affirme dans Tribune que le Sénégal n'est rien d'autre qu'une dictature. Cette affaire Barthélémy Diaz, prétexte pour enquête pour s'arrêter sur Dakar, une capitale où chaque crise façonne l'histoire nationale. De Khalifa Sall à Barthélémy Diaz, une tradition de défi. La place de la nation est l'épicentre des luttes sociales. Entre histoire politique et tensions renouvelées, Dakar, ville rebelle à lire à la page 3 de Enquête. L'Observateur, lui, ne lâche pas le morceau. Toujours sur l'affaire Dorogaï. Dorogaï, un retour presque compromis. L'Obs fait état d'une pathologie incompatible avec les conditions carcérales et le certificat médical de son médecin italien. La convention d'entraide judiciaire et d'extradition entre le Sénégal et la France qui pourrait être fatale aux voleurs fuyards entre guillemets. L'affaire Didier Badji et Fulbert Sambou. Les Échos révèlent le dernier acte posé par le juge avant son affectation. Mon confrère rapporte que pour éclairer sa lanterne, il avait demandé la géolocalisation de leurs appels téléphoniques. Selon les Échos, une délégation judiciaire avait été adressée en ce sens aux autorités de la gendarmerie. Yérim Sow, lui, est sous le coup d'un mandat d'arrêt après la démission de son hôtel à Cotonou. Le journal Le Quotidien souligne que l'expropriation puis la destruction de non-hôtel de Cotonou, Thélium International, de l'entrepreneur Yérim Sow, sont désormais suivis d'un mandat d'arrêt international par la justice béninoise. Stupéfait par cette décision, le groupe, selon le journal, rappelle que le dossier est toujours en instruction devant le CIRDI et que ses responsables n'ont pas reçu notification du jugement de décembre 2020.
21 à la une du quotidien Le Soleil, voile de poussière sur le pays et maladies saisonnières, sale temps de grippe. Le quotidien gouvernemental qui parle de la réapparition des masques et pour cause, il constitue un moyen de protection efficace contre la grippe qui sévit actuellement dans le pays. Cette pathologie, selon le confrère, pathologie très contagieuse et depuis quelques jours, l'une des principales causes de consultation. Dans les structures de santé au centre de santé, Imam Moussa Khan des Maristes, 30% des patients consultés souffrent d'une grippe. Le mauvais temps, indexé à fatigue des Dakarois, raconte leur mésaventure dans le quotidien national Le Soleil. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Merci Georges Détié-Diop. Nous en venons à un point de vue. L'accès au logement, un problème au Sénégal. Comment régler la situation? Je rappelle que la problématique du logement a été longuement discutée en Conseil des ministres hier. Pour en parler, nous sommes avec Eliman Sall. Monsieur Sall, bonjour. Bonjour. Vous êtes Oui, bonjour. Vous êtes le président de l'Association pour la défense des locataires du Sénégal. Notre deuxième intervenant, Momar Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour, Barthélémy. Bonjour Ndiaye, vous êtes le directeur de l'aménagement urbain et de la restructuration au ministère en charge de l'urbanisme et du logement. Justement, je reste avec vous, monsieur Ndiaye, directeur. Alors, hier, la question du logement a été longuement discutée en conseil des ministres. C'est la énième fois qu'on évoque le sujet, justement. Et le chef de l'État a demandé même au Premier ministre de relancer les programmes de construction de logements sociaux dans les zones adaptées soutenues par des lotissements, des plans d'aménagement, entre autres. Et c'est-à-dire aujourd'hui que cette problématique longtemps évoquée peine toujours à trouver solution. Oui, absolument. En réalité, la problématique du logement est une problématique qui se pose avec acuité. Et aujourd'hui, l'autorité, à travers le président de la République, son premier ministre Ousmane Sonko et le ministre Moussa Balla Fofana, donc, ont décidé de faire l'accès au logement une priorité nationale. Donc, à travers la production de logements, d'abord à travers la production de parcelles viabilisées, à travers les zones d'aménagement concertées qui sont localisées un peu partout au niveau du Sénégal, mais aussi avec l'appui des promoteurs, etc. Donc, pour des bailleurs, pour la promotion de logements sociaux accessibles à tous. Voilà, donc aussi, même les locataires et l'ensemble de la couche sociale seront concernés par rapport au programme du logement en cours. Oui, notamment avec les logements sociaux. Oui, absolument, avec les logements sociaux. Parce qu'en réalité, l'autoconstruction n'était pas prise en compte dans les programmes des 100 000 logements. Et c'est un aspect fondamental. Parce qu'il faudrait que l'État aide en réalité les populations à disposer de terrains aménagés, de terrains qui sont aménagés et titrés sécurisés. Et actuellement, à travers notre programme, il y a cet aspect-là qui est pris en compte. Accompagner les populations à ce qu'ils puissent disposer de terrains aménagés pour qu'ils puissent avoir accès au crédit bancaire et construire à leur guise. Maintenant, l'État aussi, parallèlement, va établir des logements sociaux pour les populations et pour l'ensemble des couches sociales. Parce que la problématique du logement, les politiques de logement au Sénégal se sont toujours intéressées à la classe moyenne solvable, mais n'ont jamais touché les couches les plus diminuées. Maintenant, à travers ce programme, toutes les catégories, que ce soit ceux qui sont au niveau du secteur informel, les artisans, et tout le monde seront concernés. Seront concernés, voilà. D'accord. Alors, qui dit logement, dit construction, dit terre, le problème du foncier. Je vais revenir avec vous justement sur cet aspect lié au foncier. Le temps de donner la parole à Eliman Sall, le président de l'Association pour la défense des locataires du Sénégal. Monsieur Sall, c'est vrai, les gouvernements qui se succèdent travaillent sur cette problématique du logement. On se souvient de cette loi sur la baisse du coût du loyer au Sénégal. C'était pour protéger un peu les populations issues des familles démunies pour qu'elles puissent avoir un logement décent. Mais l'application de cette loi, vous le savez, a posé problème. Qu'est-ce que vous avez comme remontée d'informations? Alors, merci beaucoup Barthélémy. Je pense que comme remontée d'informations, nous vivons tous la situation au Sénégal. Nous avons les mêmes problèmes parce que nous savons qu'aujourd'hui, ce qui hante le sommeil des pères de famille,
et des locataires du Sénégal, c'est accéder à un logement décent et habitable. Parce que si on fait la remarque, tous les gouvernements qui se sont succédés ont fait une politique de logement social. Mais le problème qui se pose, c'est que les ayants droit, comme il l'a dit tout à l'heure, n'accèdent pas à ces logements-là. Ils entendent parler tout le temps de logements sociaux, mais effectivement, les conditions d'accès sont tellement lourdes que souvent, les ayants droit ne peuvent pas y avoir accès. On a l'impression que ces logements sociaux sont réservés à une certaine classe. Justement parce qu'en son temps, j'avais dit effectivement qu'on fait des logements sociaux pour ceux qui ont des maisons à louer. Ils vont acheter en grande quantité ces logements sociaux-là et les redonner en location. Alors que normalement, si on avait les conditions de transparence et d'équité, que tout le monde puisse savoir comment il faut faire pour y accéder, qu'il y ait vraiment une communication très forte à tous les niveaux, je pense que les gens ne demandent que ça. Je vous donne pour exemple, quand on a parlé de Oubidek, là vers Tuaonpel, mais les gens se sont rués vers ces maisons-là, d'où la nécessité d'aider ces gens, parce que c'est des Sénégalais comme nous. J'ai l'habitude de dire qu'on entend parler... Encore que ces logements Oubidek n'étaient pas à la portée de tout le monde. Hein. Justement. Non, c'est pour vous dire que les gens qui se sont précipités pour aller ouvrir et habiter, mais ils sont vraiment dans le besoin. Et il y en a par milliers et dans tout le Sénégal. Si les conditions sont claires et accessibles, je pense que tous les pères de famille pourraient souscrire, surtout ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à la banque, ou bien les gorgorlous, les vendeurs à la sauvette. Nous sommes tous des Sénégalais et nous avons droit à ces logements-là. Aujourd'hui, si les conditions sont claires, qu'on se base vraiment sur ce qui n'a pas marché lors des politiques passées pour pouvoir établir une réelle politique de logement disponible et accessible, je pense que les pères de famille seraient vraiment soulagés et ça baisserait du coup la demande, parce que l'offre et la demande est très déséquilibrée concernant les locations. Donc il faudrait ne pas se précipiter, que ça prenne le temps qu'il faut, mais vraiment que quand on élabore une politique de logement social, qu'on puisse vraiment viser les ayants droit et qu'on essaie d'alléger un peu les conditions d'accès pour que ces gens-là aussi puissent eux aussi accéder à ces logements sociaux-là. Oui, je reviens à vous tout à l'heure, M. Sall. Directeur, c'est vrai, hier, le chef de l'État même a cité la Société d'aménagement foncier et de restructuration urbaine, la SAFRU, qui doit, dit-il, disposer de ressources financières, de ressources foncières et financières adaptées. On sait que la ressource foncière est un problème au Sénégal, l'accès surtout. Il y a aussi le matériel de construction, le ciment qui est cher, le fer pareil. Alors là aussi, c'est un cocktail qui n'arrange pas les choses. Absolument, absolument. Mais en réalité, lui, le président aussi, à travers le communiqué, il a indiqué l'urgence d'accélérer le déploiement national des programmes de promotion de logements sociaux. Et à cet effet, il a instruit au Premier ministre de relancer les programmes de construction de logements sociaux dans les zones adaptées, soutenues par des lotissements. Parce qu'il est important que l'État puisse s'imprégner davantage sur les projets de lotissement, parce qu'il y a beaucoup de lotissements clandestins. Et dans le communiqué du Conseil des ministres, les plans d'aménagement et les titres d'occupation officiellement validés après les audits fonciers et immobiliers en cours, le gouvernement devra aussi proposer des solutions soutenables pour accélérer la promotion de l'habitat décent. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'État s'est engagé à la promotion de lotissements autorisés pour la promotion de l'habitat social. Donc, il est impératif que l'on sécurise d'abord le foncier, comme ce qui est en train de se faire avec la commission qui a été mise en place pour le règlement des conflits fonciers qui sont au niveau du littoral et un peu partout dans le territoire sénégalais. Donc, si ce problème est réglé, je pense que la production de logements sera une affaire très facile pour le gouvernement. Et donc, ça peut être un début de solution. Absolument, ça pourra être un début de solution. Parce que en réalité, nous sommes confrontés à une problématique foncière. C'est la raison pour laquelle le premier acte qui a été posé par l'État du Sénégal est un audit sur le foncier. Parce qu'il est impératif de faire un audit, parce que tant qu'on n'aura pas maîtrisé le foncier, on ne pourra pas maîtriser tout ce qui touche
au développement socio-économique de notre pays. Une audite très large parce qu'on a vu ce qui se passe et même le chef de l'État a évoqué l'habitat rural hier en Conseil des ministres. On a vu un peu ce qui se passe en milieu rural avec des investisseurs qui viennent s'accaparer les terres, les terres des populations. Est-ce que là aussi c'est pas un problème? Oui, c'est un problème parce qu'en réalité, c'est la raison pour laquelle actuellement nous devons revoir notre politique de décentralisation. Parce que nous avons confié des compétences telles que l'urbanisme et le foncier aussi sont des compétences qui sont gérées au niveau local. Bon, peut-être en collaboration avec la DGIA. Mais quand même, ces problématiques-là, parce qu'on ne peut pas confier le foncier à des gens qui ne sont pas assez outillés en termes de gestion de maîtrise foncière. Donc il est impératif que l'État revoie, et actuellement nous sommes sur ce projet-là avec les pôles territoires, que l'on revoie notre politique de décentralisation. Parce que toutes les problématiques qui sont liées au foncier, bon, en quelque partie, les collectivités territoriales en sont responsables. D'accord. Merci beaucoup, Momar Ndiaye. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Juste signaler que le ministre de l'Urbanisme et le secrétaire d'État au Logement ont été instruits donc de faire le point mensuel en Conseil des ministres sur la mise en œuvre de la politique du logement. Merci beaucoup, Momar Ndiaye, directeur de l'aménagement urbain et de la restructuration au ministère en charge de l'urbanisme et du logement. On vous retrouve dans le 13h. Eliman Sall, je termine avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour non seulement diminuer le loyer au Sénégal, mais également faire en sorte que l'accès aux logements sociaux soit facile? Moi, je pense que c'est la deuxième solution. Quand on a accès au logement facile, évidemment, ça résout le problème de la cherté du loyer. Parce que quand les gens ont des transports de masse comme les BRT, comme le TER, mais évidemment, ils ont démystifié le fait d'habiter loin. Les gens aujourd'hui acceptent d'aller habiter n'importe où pourvu que ce soit leur propriété. Et si, dans les études récentes de l'ANSD, au niveau de Dakar, seulement 51,6% des maisons sont occupées par des locataires, contre 42,6% de propriétaires. Ce qui veut dire que les propriétaires ne sont pas nombreux. Et tout père de famille qui vit avec sa famille en location aimerait quand même avoir un toit quand il prend la retraite. Mais les logements sont tellement chers qu'on ne peut pas mettre à côté quelque chose ou épargner pour pouvoir accéder au logement. Donc, il faut que les logements, les assiettes foncières soient disponibles, mais surtout, j'insiste, Barthélémy, sur l'accessibilité. Et là, il faut une campagne d'information et de sensibilisation dans toutes les langues pour que les gens puissent savoir comment il faut faire pour accéder à ces logements-là et qu'ils puissent vraiment, dans des conditions transparentes, attribuer. Et ceux qui n'ont pas bénéficié de ça, qu'ils sachent pourquoi ils n'ont pas été attributaires. Et je pense que si on le fait, ça va être un début de logement, un début de solution contre la cherté du loyer à Dakar et au Sénégal en général. En général. Merci beaucoup, Eliman Sall. Nous sommes rattrapés par le temps. Eliman Sall, le président de l'Association pour la défense des locataires du Sénégal. Merci également à Momar Ndiaye, directeur de l'aménagement urbain et de la restructuration au ministère en charge de l'urbanisme et du logement. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Eladji Ndiogou Diène. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, merci. C'était le midi. Au micro, Barthélémy Ngom, Alioune Ba était à la partie technique. Réalisation Eladji Ndiogou, chef d'édition Awambaye. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.